Bienvenue sur Totis dans ce nouvel épisode de DG sur écoute, la série d'interviews qui s'intéresse aux directrices et directeurs de grandes écoles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Elian Pilvin, qui est directeur général de l'EM Normandie. Bonjour Elian. Bonjour, ravi d'être là. Elian Pilvin, dans cette première partie, on va s'intéresser à vous en tant que directeur général de l'EM Normandie. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur votre parcours et vos fonctions actuelles ? Alors, je suis directeur général de l'EM Normandie depuis février 2020. Mais mon parcours est un parcours somme toute très classique. J'ai fait une classe préparatoire dans les années 90 qui m'a amené à intégrer à l'époque l'école supérieure de commerce du Havre, puisqu'elle s'appelait ainsi. Donc je suis un diplômé de l'école que je dirige. Donc j'ai été étudiant de 93 à 96 ici, et puis j'ai cette petite particularité d'avoir créé en fait ma première entreprise quand j'étais à l'école, en première année quand je suis rentré ici. Entreprise que j'ai gardée plus de 17 ans jusqu'à la fin des années 2000. Date à laquelle en fait j'ai vendu le groupe que je dirigeais, et j'ai décidé de repartir faire des études par un exécutif MBA à HEC qui m'a amené par le plus grand des hasards en fait à l'EM Normandie, à postuler et à rentrer ici en 2013 en tant que directeur marketing et relations entreprises. Et puis, étant passé de l'autre côté du miroir, en fait, j'ai découvert vraiment ce qu'était l'enseignement supérieur, les grandes écoles que je connaissais en tant qu'étudiant, que je connaissais aussi en tant que président du réseau des alumni, puisque j'ai été président du réseau des alumni de l'EM Normandie pendant plus de 13 ans. Mais je ne connaissais pas vraiment le cœur de l'activité, qui étaient les programmes, qui était ce déploiement extrêmement fort des écoles de commerce dans les années 2010. Donc je suis pris au jeu, et puis j'ai entamé, sous l'impulsion de mon directeur général de l'époque, qui était Jean-Guy Bernard, un doctorat à Dauphine que j'ai eu en 2019, voilà, et qui m'a amené à postuler à ce poste que j'occupe aujourd'hui. Et alors, à quoi ressemble la semaine type d'un directeur général, et est-ce que c'est différent finalement de la semaine type d'un entrepreneur ? J'aimerais qu'il y ait une semaine type pour un directeur général dans une grande école. Il n'y a pas de semaine type en fait. Et d'autant plus depuis ma prise de fonction où j'ai pris la fonction de directeur général de l'EM Normandie très exactement 3 semaines avant le Covid, Ouais. puisque et depuis cette date, rien n'est type. Voilà. On est passé de cellule de crise en cellule de crise. On est dans un monde où l'agilité est le maître mot, et je pense que c'est aussi le cas des agendas des directeurs généraux d'école. En tout cas, c'est le cas du mien. J'ai pas de semaine type, mais j'ai des années type. Et les années type, c'est couvrir mes campus internationaux, donc beaucoup de déplacements, voir mes partenaires, qu'ils soient d'entreprise, mais aussi universitaires, et puis être vraiment très proche de la grande communauté de Normandie, ce qui anime voilà, mes semaines et mes mois. Qu'est-ce que vous souhaitez insuffler en tant que directeur général de l'EM Normandie, qui connaît une belle dynamique dans les classements ? Est-ce qu'il y a une thématique qui vous tient particulièrement à cœur ? En fait, je me suis toujours positionné, et c'est comme ça, alors d'autant plus puisque je suis un diplômé de cette école, comme un maillon dans une chaîne, dans une histoire qui a commencé à être écrite il y a 153 ans. Je rappelle, et c'est toujours bon de le rappeler, que l'EM Normandie est une des plus vieilles écoles de commerce de France. On a été fondé en 1871 au Havre, donc structurellement, en termes de date, on est la deuxième école créée en France après le SCP. Et en fait, je suis délégataire d'une histoire, et cette histoire, ce qui m'anime, en fait, c'est de continuer à la faire vivre pendant que je suis là, donc bien sûr développer cette école qui m'est chère, mais aussi lui donner toute sa capacité de continuer à exister dans les années futures, après moi et après les équipes qui aujourd'hui m'entourent pour écrire cette nouvelle page dans l'histoire de l'EM Normandie. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager en tant que directeur général ? Des anecdotes, j'en ai beaucoup, mais non, je pense que certainement le point et je n'ai certainement pas été le seul, mais je me rappellerai toujours le samedi soir, donc c'était le samedi, je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être le 14 mars, quelque chose comme ça, quand Édouard Philippe, qui est maire du Havre, mais qui était Premier ministre à l'époque, a annoncé fermeture des bars, des discothèques, des restaurants, et puis nous, parallèlement à ça, on commençait à avoir les informations comme quoi il y avait de très très fortes chances que l'enseignement, les écoles ferment et qu'on passe sur un confinement
très dense. Et je me rappelle avoir passé 2-3 coups de fil à mes collègues qui sont autour de moi en disant les prochains mois risquent d'être sport, mais en même temps fort intéressant. Et nous allons inventer une nouvelle école. Et en fait, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette annonce et ce confinement dur qui est arrivé le 17 mars, si je me rappelle bien, il y a eu un effet on a transformé le modèle de la Normandie, mais je dis de la Normandie, mais tous les directeurs généraux et directrices directeurs généraux d'école l'ont fait. On a inventé un nouveau modèle de pédagogie, on a inventé un nouveau modèle d'école, on est passé en 100% distanciel en l'espace de moins de 15 jours, et ça a monté la forte résilience de ces écoles et cette capacité à savoir se transformer, cette agilité. Et je pense que voilà, c'était un moment très très fort, et au-delà de la peur qui aurait pu me saisir en me disant mais qu'est-ce qui va se passer, en fait ça a été un véritable moteur qui m'a motivationnel en fait. Voilà, c'était très intéressant. Merci Elian pour cette première partie. On bascule maintenant sur l'EM Normandie hier, aujourd'hui et demain. Alors vous avez commencé à l'évoquer, mais est-ce que vous pourriez rapidement revenir sur l'histoire et la trajectoire récente de l'EM Normandie? L'histoire de l'EM Normandie, elle a été assez simple. C'est une école, comme bon nombre des grandes écoles de commerce aujourd'hui en France, qui ont été créées par la volonté d'un homme qui s'appelait Jules Siegfried en 1871 pour former des jeunes hommes à l'époque pour faire du commerce avec l'international, avec les colonies, on était en pleine seconde révolution industrielle, donc c'était le développement économique était extrêmement fort. Et je rappelle qu'on a été créé au Havre, qui était un des plus grands ports commerciaux, français et aussi européens, dans lequel faire du commerce avec les colonies, faire du commerce avec le monde était quelque chose de quotidien. Et dans l'ADN de Jules Siegfried, lui, ce qu'il a voulu, c'est former des jeunes hommes à être en capacité de développer et de porter l'image de la France et le commerce de la France après cette défaite qui a été foudroyante, il ne faut pas l'oublier, contre la Prusse en 1871. Donc il y avait une volonté de renouveau. Et l'école, elle a toujours été elle a toujours eu dans son ADN ce côté innovation, ce côté international bien sûr, mais aussi cette dimension extrêmement sociale d'avoir un enseignement ouvert à toutes et à tous. Alors je dis à toutes, ça a été vrai à partir des années 20, donc ce qui était déjà très tôt dans l'enseignement supérieur en France, mais aussi avec cette volonté d'ouvrir l'enseignement à des populations étrangères, alors qui venaient essentiellement de nos colonies et qui ont alimenté les bancs de l'EM Normandie. Donc voilà, l'international est quelque chose de très très fort, la dimension sociale, mais aussi l'innovation pédagogique, puisque ils ont inventé des nouvelles thématiques, ils ont inventé à l'époque des nouvelles formations, et ça on l'a gardé dans notre histoire. Alors l'école après a vécu, bien sûr, Le Havre a été rasé en 1945, Le Havre a été reconstruit, on a été créé et fondé au Havre dans une ville qui était très très peu attractive jusqu'à les années 90. Et puis, mais l'école était présente, l'école était solide sur ses fondamentaux, et on a pu reconstruire et continuer à développer cette école avec le renouveau de l'enseignement supérieur national et international dans les années 2000, notamment des écoles de commerce. Et voilà, on a pris toute notre part dans ce projet, et ce qui nous amène aujourd'hui à être présent dans les classements nationaux, internationaux. Alors justement, en 2024, dans le paysage français des grandes écoles de management, quelles sont les forces et les axes différenciants de l'EM Normandie? Je pense que la première force de l'EM Normandie, et c'est une force commune que nous partageons avec toutes les grandes écoles de commerce françaises, c'est d'être une grande école. Et je ne veux pas prétendre être autre chose qu'une grande école aujourd'hui. On est une grande école, on a les valeurs des grandes écoles françaises, on défend le modèle des grandes écoles françaises, on défend l'excellence académique, et on a tous les gages de qualité qui vont avec, que ce soit les accréditations nationales ou internationales. Ça, c'est la première chose. Donc, l'EM Normandie est une grande école. Et ça, c'est important de le rappeler dans un contexte concurrentiel, et on en reviendra certainement, très bouleversé par les officines privées, par la loi sur la réforme de la formation professionnelle, avec un marché qui est de plus en plus devenu une jungle et qui est très difficile. Donc, se référer à ce modèle grande école, il est très important pour nous. La deuxième chose, et comme je viens de le dire, on est une école internationale. On est une école internationale dans son ADN, et on est une école internationale
dans son positionnement et aussi dans sa capacité à faire vivre une expérience internationale à des étudiants, à nos étudiants. Et ça, c'est essentiel. Et puis la troisième chose, et ce qui fait certainement la singularité au-delà de l'offre internationale que peut avoir l'EM Normandie, c'est sa capacité d'innovation pédagogique. On a toujours eu ça dans le cœur de notre activité à l'école, mais très rapidement, en fait, les sujets, si on les concentre autour de l'IA ou du digital, on va commencer par le digital, on reviendra sur l'IA, on a toujours intégré ça quelque part dans nos modèles pédagogiques et dans nos programmes. Et dès 2009, en fait, l'école a été la première grande école à avoir l'autorisation par le ministère de l'Enseignement supérieur de l'époque de délivrer son programme grande école en 100% e-learning. Donc depuis 2009, en fait, nous, on a toujours testé des modèles un peu alternatifs, un peu hybrides. On a toujours essayé de regarder un peu comment les innovations pédagogiques pouvaient venir nourrir une transmission du savoir et de la connaissance plus qualitative pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs, parce que bien sûr, c'est une relation symétrique et non asymétrique. Et ça, c'était très très important pour nous, et ce qui nous a permis d'avoir, on va dire, une petite longueur d'avance sur beaucoup de sujets, puisque bien sûr, dans un système de test and learn, on a commis des grosses erreurs. Et je peux en raconter une. On a déployé à l'EM Normandie dans les années 2015-2016, je crois à l'époque, plus de 3500 iPads. Ça a été une révolution dans la modalité de faire cours. Et en même temps, on a vu tout de suite les freins qui pouvaient être associés en fait, au développement de modalités technologiques. Donc on est très vite revenu dessus. Mais ça nous a fait grandir et ça nous a fait prendre conscience très rapidement que la technologie avait toujours apporté toujours une valeur ajoutée, mais il y avait toujours un revers à ça, et qu'il fallait aussi beaucoup travailler sur les problématiques que ça pouvait soulever. Donc l'agilité dans l'innovation est aussi une de nos marqueurs forts. Vous êtes une école très internationale avec de nombreux campus internationaux. Vous avez ouvert Dubaï il y a à peu près 1 an. Tout à fait. Pourquoi? Est-ce que ça n'a pas été parfois, pour vous en tant que directeur général, vous n'êtes pas dit qu'il y a un risque? Alors, il y a un risque dans toute prise de décision et dans tout développement. On a effectivement ouvert un campus à Dubaï, mais au-delà d'ouvrir un campus à Dubaï, on a surtout ouvert un campus au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, il y a quelques grandes villes qui sont en capacité ou qui ont une offre d'enseignement supérieur, et parmi elles, Dubaï était celle qui présentait les meilleures conditions d'installation pour nous, mais aussi d'attractivité d'étudiants. Pour nous, il était essentiel d'avoir un campus au Moyen-Orient parce que le Moyen-Orient, excusez-moi, aujourd'hui est une zone géopolitique, et on le voit avec ce qui se passe aujourd'hui, est une géopolitique, excusez-moi, extrêmement importante pour la compréhension du monde. Et l'idée d'ouvrir un campus au Moyen-Orient était surtout une idée de mettre nos étudiants en situation d'apprentissage dans un contexte socio-culturel totalement différent de nos contextes socio-culturels dans lesquels nos étudiants sont formés aujourd'hui, puisqu'on a bien sûr nos campus français, mais on a un campus à Dublin et un campus à Oxford, mais nous restions dans des campus d'obédience européenne. Et là, l'idée, c'était vraiment d'avoir cette capacité à projeter nos étudiants dans d'autres contextes d'apprentissage. Et on n'est pas là pour dire le bien, c'est bien ou c'est mal. On n'est pas là pour juger du bien fondé des activités. Nous, on est une école qui est là pour transformer et pour participer à la transformation du monde. Et on considère foncièrement que ça se fera dans l'interculturel, dans cette capacité à comprendre l'autre, à comprendre les enjeux, à voir aussi quelles peuvent être les réponses qui sont apportées par tel et tel pays, par telle et telle région géographique. Et le Moyen-Orient, pour ça, a été essentiel. Et d'ailleurs, le succès du campus de Dubaï depuis son ouverture le montre bien. L'attractivité du campus de Dubaï le montre bien. Et c'est surtout aussi un élément alors Dubaï en lui-même, mais les Émirats, c'est un laboratoire à ciel ouvert. Et dans ce laboratoire à ciel ouvert, on fait certainement ce qui se fait de mieux et ce qui se fait de moins bien, mais en même temps, les étudiants le découvrent par eux-mêmes et voient des nouveaux modèles, voient des innovations, voient des évolutions culturelles, sociales, qui va les former comme des citoyens du monde. Et en même temps, connectés à un écosystème dans lequel 97% des personnes qui vivent aux Émirats sont internationaux.
Donc ils sont en interaction avec des personnes qui viennent du monde entier et dans notre philosophie et dans notre approche, nous on est persuadés que les solutions à la crise, aux crises que nous aurons à surmonter dans les années à venir, viendra parce qu'on se comprendra à un niveau international et pas parce qu'on est renfermé sur nous-mêmes, français avec français, chinois avec chinois, américain avec américain. Voilà. Nous, on veut être ouvert sur le monde et on veut participer à l'humanité, en fait, avec un grand H. Quoi. Boston, Ho Chi Minh. Boston, tout à fait, Ho Chi Minh. Boston, ouverture 2025. Donc, ça, c'est une prolongation d'un objectif stratégique que nous avions depuis maintenant une dizaine d'années. Nous avons un partenariat stratégique avec l'Université of Massachusetts, donc qui est basée à Boston. Et nous ouvrons en 2025 pour les programmes BBA sur place et puis programme d'échange aussi que nous allons avoir. Et nous travaillons d'arrache-pied sur un programme de Master of Science en double diplôme avec l'université sur place dans des thématiques autour de la green supply chain. Voilà. Et Ho Chi Minh. Et Ho Chi Minh. Alors Ho Chi Minh sera alors plutôt 2026, Ho Chi Minh aujourd'hui, dans le cadre en fait d'un projet qui est beaucoup plus large, puisque c'est un projet que nous accompagnons maintenant depuis 10 ans les autorités vietnamiennes dans la formation de leurs cadres administratifs et institutionnels. Et puis nous avons 3 partenariats forts avec les trois plus grandes universités vietnamiennes et nous allons monter en fait alors on ne va pas appeler ça un campus puisque pour moi le campus il y a une notion de recrutement d'étudiants, d'incoming, d'outgoing. On va être plutôt sur une implantation chez des partenaires académiques sur place, dans lequel on va faire de la formation continue de haut niveau pour les populations professionnelles, dans le cadre de la logistique, puisque l'expertise de la Normandie depuis sa création tourne autour du portuaire, de la logistique et de la supply chain. Donc là, on est très reconnu là-dessus. Et donc, on va créer des programmes spécifiques de formation continue là-bas sur place et un Master of Science spécifique avec l'Université nationale du Vietnam sur ces thématiques. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier élément du plan stratégique ou une actualité que vous souhaitez nous partager aujourd'hui ? Un plan stratégique, le plan stratégique de la Normandie, il est dense, puisqu'on l'a voulu sur 10 ans et non pas sur 5 ans, tout simplement parce que quand on l'a rédigé, nous étions en pleine période de Covid, donc avec cette injonction de réfléchir à 5 ans, là où on prenait des décisions tous les matins en cellule de crise, donc on s'est dit non, il faut qu'on se donne du temps. On est dans un monde qui est quand même très bousculé, qui est incertain, et il faut qu'on étire le trait de ce plan stratégique. La dimension internationale est très importante, et là le plan se déroule très correctement, mais ce qui va changer véritablement l'interaction que nous allons avoir dans les années à venir entre les étudiants, les professeurs, l'institution que nous sommes, c'est l'approche compétence dans les programmes. Donc c'est vraiment la refonte de tous les programmes au travers de l'approche compétence, et avec cette approche compétence, l'intégration de la dimension d'intelligence artificielle ou de tous les outils qui vont être adossés à ça et qui vont vraiment changer cette transmission du savoir, cette accession déjà, cet accès au savoir, la transmission du savoir et la validation des compétences. Et ça va vraiment bouleverser. Et nous sommes à l'orée aujourd'hui, j'ai envie de dire, de la création d'un nouveau modèle pédagogique. Alors, ce n'est pas qu'à la Normandie, tout le monde y réfléchit. Le modèle ancestral de la salle de cours avec le professeur et les étudiants dans une dimension asymétrique de la transmission du savoir. On voit bien que ça fait quelques années que les choses sont en train de bouger, et le Covid a fait complètement bouger les choses. La salle de cours n'est plus le lieu d'apprentissage unique. On apprend partout, et sur n'importe quelle typologie de matériel et en tout temps. Mais aussi, on est dans une période où la notion de business school devient peut-être un peu réductrice dans ce qu'elle apporte en fait dans les nouvelles compétences. Donc, il y a un nouveau modèle à créer et beaucoup d'écoles sont en train d'y travailler. Et l'élargissement des champs d'expertise et des champs d'enseignement des écoles de commerce, en tout cas nous, on y travaille à fond pour pouvoir renforcer la boîte à outils conceptuelle avec laquelle sortiront nos diplômés dans les années à venir.
Merci Elian. On va maintenant basculer à la troisième partie de notre échange qui sera dédiée à l'EM Normandie dans l'enseignement supérieur. Pour commencer, en tant que directeur général, avez-vous dû adapter vos programmes, changer des choses par rapport à la réforme du bac? Alors oui, par la force des choses, hein, l'adaptation de notre semestre 1, notre première année du programme Grande École Post-Bac, mais aussi pour notre BMI et notre BBA, nous a imposé de réintégrer des enseignements en mathématiques, hein, bien sûr, hein, puisque aujourd'hui, il est possible de rentrer dans une grande école en ayant arrêté les mathématiques à partir de la seconde, et c'est un fait. Je ne dis pas si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est un fait, il fallait qu'on s'adapte à ça. Donc bien sûr, on a adapté notre programme pour mettre des remises à niveau, mais au-delà de ça, on a surtout travaillé sur la méthodologie que devaient acquérir les étudiants lors de ce premier semestre pour pouvoir véritablement basculer d'un enseignement secondaire à un enseignement supérieur. Et ce qui est moins le cas avec des étudiants de classe préparatoire, puisque la classe préparatoire apporte cette méthodologie, apporte cette capacité de travail. Ce qui est plus problématique avec des étudiants, quand je dis problématique, ce n'est pas le terme, mais qui est un sujet d'attention, c'est comment en fait, on les fait basculer d'un bac, donc d'une fin de secondaire, à l'entrée dans le supérieur, avec les bons outils qui vont les accompagner tout au long de leur vie. Donc là, on a beaucoup travaillé là-dessus, sur le cycle 1 en fait, de nos programmes. Concernant les AST, admission sur titre, j'aimerais faire un peu un panorama de la situation pour votre école en 2023-2024. Comment ça se passe un petit peu la ventilation entre AST1 et AST2? Quel type de profil rejoignent votre école? Alors là, je peux vous parler avec ma double casquette, hein, puisque je suis aussi président de la Banque Passerelle. Alors, il est évident que la réforme des IUT qui viennent de passer dans le BUT a eu un impact fort, hein, puisque il y a eu beaucoup moins d'étudiants de Passerelle 1, alors Passerelle 1, d'AST1, donc des étudiants qui rentrent en licence 3 hein, dans nos écoles l'année dernière. Alors avec certainement un effet d'anticipation, on pensait que la chute des effectifs aurait été moindre, là elle a été beaucoup plus forte. Donc les programmes, le recrutement en AST1 va, à mon sens, dans les années à venir, avoir tendance à se tarir ou à se limiter exclusivement au BTS ou aux étudiants qui seront en réaffectation de parcours après une licence 2 et qui souhaiteraient voir, en bénéficiant bien sûr de leur crédit ECTS, pouvoir rentrer dans une grande école. Donc le marché des AST1 va avoir tendance à se rétrécir dans les années futures. Par contre, là où on est tous un peu dans l'expectative, c'est est-ce qu'il va y avoir un transfert de l'AST1 sur l'AST2 avec des étudiants qui, au lieu d'avoir un IUT, un DUT, vont avoir ce BUT, donc ce bachelor universitaire technologique, vont-ils basculer en AST2 pour rejoindre nos grandes écoles sur le cycle de master? C'est la grande question, on verra ça cette année, hein. On aura les premières tendances cette année puisque les premiers cycles vont se mettre en place. Mais mon avis en tant que directeur général et en tant que président de la Banque Passerelle, le marché va véritablement, à mon avis, basculer sur la ST2 et en même temps va aussi basculer certainement pour partie sur les bachelor 3 alternants qui sont des continuités assez logiques aussi des cycles en 2 ans, notamment des BTS, puisque le fait d'avoir la possibilité d'avoir l'alternance en 3e année sur les bachelors permet à des étudiants, et ça c'est la dimension sociale de l'école qui est importante, c'est d'intégrer l'EM Normandie en 100% alternant, excusez-moi, et de pouvoir continuer après sur un cycle grande école, aussi en alternance si au besoin. Voilà. Très clair. Autre sujet souvent cité, la question des BBA. À l'issue d'un BBA, donc formation Bac plus 4, certains n'ont que le grade de licence et poursuivre avec un master spécialisé en pensant avoir un grade de master à l'issue de ces 2 formations. Ce n'est pas le cas. Quel est votre regard, vous, là-dessus, en tant que directeur général de l'EM Normandie? Alors, le positionnement de l'EM Normandie, c'est un positionnement affirmé et extrêmement fort sur le post-bac. On est une grande école française, post-bac, donc nous délivrons notre programme grande école en 5 ans sur du recrutement post-bac.
Il existe aujourd'hui dans, je dirais, l'ensemble des programmes proposés par les grandes écoles françaises, des bachelors en 3 ans et des BBA en 4 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, en France, et pas qu'en France, hein, en Europe, ce qui prévaut, c'est ce qu'on appelle la réforme LMD hein, de Bologne, licence, master, doctorat. La licence, c'est 3 ans, un master, c'est 5 ans, un doctorat, c'est 8 ans. Donc en France, les écoles, et nous en faisons partie, qui ont un bachelor, on a un bachelor à l'école, qui est un bachelor en 3 ans, qui vaut grade et visa Bac plus 3, grade de licence, visa Bac plus 3 à la fin de ce bachelor, qui permet à un étudiant, dans une continuité de parcours, d'accéder à un master 2, enfin un master, hein, donc un Bac plus 5, s'il le souhaite, chez nous ou dans une autre école. Ça, c'est la continuité normale dans un programme académique de l'enseignement supérieur en France. Pour autant, il existe des BBA. Et ces BBA, il faut juste rappeler d'où viennent les BBA. Les BBA, ce sont des programmes, je dirais, de culture ou d'histoire anglo-saxonne et plutôt américaine. Un BBA, c'est un cycle de 4 ans, donc ce sont des programmes qui sont faits en 4 ans et qui ont vocation à professionnaliser des étudiants et qui travaillent au sortir de leur BBA dans une logique très américaine de revenir quelques années plus tard, faire un MBA, donc plutôt aux alentours des 30-32 ans, et puis, pour ceux et celles qui le souhaiteraient, aller vers un doctorat et aller vers un DBA, un Doctorate in Business Administration. La logique, elle est là, BBA, MBA, DBA. En France, certaines écoles ont créé des BBA, nous avons créé un BBA, mais ces BBA, en fait, ne rentrent pas en fait, dans le système licence, master, doctorat, puisqu'on est sur un cycle de 4 ans, mais la seule reconnaissance qu'on peut donner à un BBA, si on veut avoir une reconnaissance ministérielle, c'est une reconnaissance en termes de diplôme d'un grade de licence, donc un niveau 3 ans, mais sur un programme qui est visé Bac plus 4, puisqu'il y a eu 4 ans d'études. Donc c'est un peu la difficulté. Ces programmes, ils sont faits pour faire de l'international. Ils ne sont pas faits notamment pour aller retrouver, alors ils sont faits pour aller trouver du travail, mais pour ceux qui souhaiteraient continuer, en fait, la difficulté, c'est de pouvoir rembrayer dans un programme pour aller chercher un grade de master. Quand vous avez fait 4 ans, si vous voulez revenir sur un programme grande école, vous êtes obligé de revenir en M1. Donc vous repartez en fait sur votre cycle de master de 2 ans, et là vous avez un programme grande école. Beaucoup d'écoles proposent de faire des Master of Science, et je trouve que c'est des bonnes continuités, hein, puisque après un BBA, avoir un Master of Science qui vous donne une qualité de formation, une expertise dans un domaine, avec des programmes qui sont généralement soit reconnus par la conférence des grandes écoles, soit des fois reconnus en tant que Bac plus 5 par exemple, hein, et pour certains grades de master par le ministère. C'est intéressant, mais c'est un programme qui n'a rien à voir avec un programme grande école. Donc on n'est pas dans une communauté de programme grande école. Donc il faut bien comprendre, notamment pour les étudiants et les parents qui se posent cette question, de voir quelle est ma continuité de parcours après mon BBA. Voilà, et ne pas croire qu'un BBA amène automatiquement à finir avec un Master 2 programme grande école. On peut plutôt finir par un Master of Science qui, dans certains cas, et je dis bien dans certains cas, et là il faut se référer à la fiche la CEFDG, hein, donc qui est notre organe de contrôle et qui octroie en fait les grades et les licences, les grades de licence et les grades de master et les visas Bac plus 3, Bac plus 4 et Bac plus 5 aux grandes écoles. Il faut se vérifier en fait si le programme auquel vous postulez est bien référencé par le ministère. Très rapidement sur ce sujet, est-ce que le package BBA plus MS vaut la même chose sur le marché qu'aujourd'hui un PGE? Beaucoup de parents et étudiants sont un peu perdus. Alors, cette question, il faut la poser au recruteur. Ce qui est le juge de paix, c'est le recruteur. Et je pense que, c'est mon avis, hein, mon humble avis, en France, non. En France, le Graal, c'est le Bac plus 5, c'est le programme grande école. La majeure partie des diplômés en France sortent, que ce soit des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce, sortent avec ce programme grande école en niveau Bac plus 5. Et la jonction BBA Master of Science est un attelage un peu particulier qui, alors, dans certaines entreprises, et qui est très bien compris, dans d'autres, l'est beaucoup moins. Par contre, et c'est là où il faut toujours revenir à l'ontologie du projet, c'est ce qui est important dans un BBA, c'est cette dimension internationale. Un étudiant qui veut travailler à l'international, un étudiant qui veut avoir une carrière internationale, un étudiant qui veut se mettre dans une logique de professionnalisation plutôt anglo-saxonne,
Le BBA est un super programme et c'est pour ça que nous avons un BBA, alors avec des effectifs très réduits, puisque on a un BBA avec 25 places pour les Français et 25 places pour les internationaux, à dimension internationale. C'est-à-dire que ce BBA fait circuler nos étudiants sur nos 4 campus, Paris, Oxford, Dubaï et Dublin, et bientôt Boston, et en fait avec cette vocation de les professionnaliser à l'international pour qu'ils puissent trouver un job à l'international. Or, à l'international, le BBA, c'est le diplôme qui leur permet d'accéder au marché du travail. Voilà, il faut bien prendre ça en considération quand on est sur le marché français et qu'on veut rester en France. Vous aviez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Là aussi, au niveau de la concurrence, on voit fleurir un peu des nouvelles écoles qui proposent l'alternance, mais qui n'ont pas forcément de grade, qui ne sont pas forcément visées. Est-ce que déjà, vous, sur les villes dans lesquelles vous êtes en France, vous ressentez cette concurrence et qu'est-ce que vous demandez concrètement au ministère ? Bien sûr, cette concurrence, elle existe. Elle a été permise par la loi de 2018 sur la réforme de la formation professionnelle. La concurrence, elle a du bon. On est dans un système qui est ouvert. Il est important que la concurrence existe et qu'il y ait une pluralité d'offres, de parcours pour les étudiants. Là où le bât blesse et là où ça devient dangereux, c'est quand les officines privées qui délivrent des titres RNCP, donc des titres RNCP ne sont pas des diplômes au sens où on l'entend, les délivrent en prenant le marketing et les atours de ce que pourrait être un programme, un diplôme. Et la notion de master, quand vous rajoutez un E à master, ou utiliser à mauvais escient le terme de bachelor, ça c'est tromper les familles, tromper l'étudiant. Et là, pour moi, c'est répréhensible. C'est répréhensible sur la forme, puisqu'on utilise on essaye de détourner en fait l'attention de ces familles, de la qualité vraiment des diplômes qui sont associés à ça. Un vrai master ou un vrai bachelor ou une vraie licence, c'est reconnu par l'État et c'est reconnu, alors que là, ce n'est pas le cas. Et puis, sur le fond, là, c'est d'autant plus répréhensible, c'est que on ment en fait à ces familles. Et l'accompagnement que vous allez avoir, l'accès au marché du travail, la reconnaissance de votre diplôme 3 ans après ou 5 ans après, l'écosystème auquel ça vous permet d'accéder n'est pas du tout le même. Et ça, c'est dangereux pour notre modèle français, parce que dans notre modèle français, il a toujours existé une séparation, et elle est historique, entre le monde universitaire et le monde des grandes écoles. Et bien sûr, on se parle, bien sûr, on existe, on coexiste, on vit ensemble et on forme les générations d'étudiants dans le supérieur ensemble. Mais pour autant, il faut faire attention à ce que toutes ces officines qui gravitent autour de notre système, parce que les universités en pâtissent aussi aujourd'hui. Il n'y a pas que les grandes écoles de commerce et d'ingénieurs qui pâtissent de ça. Tout le système universitaire en pâtit parce que ça attaque là où les fondamentaux de notre modèle. Et ça, et in fine, qui est perdant, c'est l'étudiant qui rentre dans ces formations-là. Et vous êtes satisfait des annonces du ministère là-dessus, ou pour vous, ça va être encore des nouveaux labels, de nouvelles certifications, et on va encore moins y comprendre? Il y a un mot qui était le choc de simplification. Je pense que le président Macron avait annoncé ça alors je ne sais plus, sur le premier mandat ou le deuxième mandat. J'ai peur qu'on ne soit pas dans ce choc de simplification et qu'on invente encore quelque chose qui vienne complexifier en fait l'approche. Alors, après, il faut aussi s'interroger. On est des grandes écoles. On est membre de la conférence des grandes écoles, on a des labels et des certificats qui nous permettent normalement d'être reconnus pour tels, et en même temps on n'arrive pas à l'être. Donc peut-être qu'on a un problème nous-mêmes de communication, de matérialisation de ce qu'est la qualité d'un système grande école en France et de tout ce que ça transporte en termes de valeur, de qualité, de certification et de gage d'intégration dans le monde professionnel. Donc on a un certain travail. Par contre, si c'est pour rajouter une complexité supplémentaire, un audit supplémentaire, et Dieu sait que les écoles sont largement auditées et surauditées, il faut faire attention à ça. On a besoin aussi, nous, de nous concentrer sur notre cœur d'activité, qui est la formation, et transmettre du savoir à nos étudiants. Merci encore une fois pour cette réponse. On termine notre échange avec une question un peu ouverte.
Selon vous, avec l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, à quoi ressemblera l'enseignement demain et surtout à quoi ressembleront les grandes écoles de management? C'est difficile. Alors non, c'est pas une question difficile parce que je pense que c'est une question auquel on se prépare depuis très longtemps. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les écoles de demain ne ressembleront pas aux écoles d'aujourd'hui. Et j'ai abordé un peu le sujet tout à l'heure. Les grandes écoles de management, comme on les comprend et on les entend aujourd'hui, vont devoir voir les choses différemment en ouvrant complètement leur champ d'enseignement à d'autres disciplines qui va transformer en fait nos modèles. L'intelligence artificielle aujourd'hui, elle va avoir une incidence à deux niveaux. Le premier niveau, il est, je dirais, sur le quotidien de l'étudiant. Aujourd'hui, on voit très bien que, et on l'a vu avec la révolution de ChatGPT l'année dernière, c'est qu'elle va accompagner l'étudiant dans son quotidien, dans son accès au savoir, dans la production du savoir, dans la matérialisation de ce savoir. Et donc, une école n'est plus la détentrice exclusive du savoir au travers de sa faculté. Et là, l'intermédiation entre les professeurs, l'école, les étudiants, les espaces d'apprentissage va complètement être révolutionné par l'intelligence artificielle. Il va falloir trouver les nouvelles modalités, les nouvelles façons de faire société avec cet outil, qui doit rester un outil. Et maintenant, comment on intègre cet outil pour maximiser l'expérience de l'étudiant, pour l'accompagner au mieux dans son apprentissage. Et c'est là où nous, on travaille depuis des années à l'adaptative learning, qui est une des dimensions attachées à l'intelligence artificielle. Et moi, je peux vous prédire dans un avenir très proche que, et pas que dans l'enseignement supérieur, dans l'enseignement primaire et secondaire, ça va être le cas, chaque étudiant aura son propre avatar attaché à une intelligence artificielle, une sorte de Jarvis, un peu comme dans Iron Man, qui sera l'accompagnateur ou qui sera le compagnon numérique de cet étudiant dans son apprentissage. Donc ça va être une des premières évolutions. Par contre, là où l'IA va avoir une dimension plus impactante, en tout cas dans la manière, dans ce qu'est une grande école ou dans ce qu'est une université, c'est ce qu'elle va obliger à revoir au niveau des curriculums. Demain, je pense, et c'est mon avis très personnel, que le risque potentiel des écoles de management ou des écoles d'ingénieurs, c'est de rentrer dans la technicité. L'intelligence artificielle va aller beaucoup plus vite et c'est le principe même de cette intelligence artificielle, va aller beaucoup plus vite que le cerveau humain et beaucoup plus vite que cette capacité de production humaine. Pour autant, il va falloir avoir les outils, il va falloir avoir les grilles analytiques pour pouvoir la contrôler. Et ça, on ne les trouve pas dans les modèles d'enseignement qu'on peut avoir aujourd'hui. Il faut aller les rechercher dans les fondamentaux de l'enseignement et des sciences humaines, savoir la philosophie, la sociologie, l'éthique, tout ce qui va, la logique, tout ce qui va permettre en fait d'équiper nos futurs diplômés avec une boîte à outils conceptuelle qui permettra de comprendre les grands enjeux que va avoir l'IA sur la transformation de nos sociétés, la transformation globalement de l'humanité, quoi. Et si on a une approche techniciste de ça, en fait, on va être que des acteurs techniques d'une IA qui va avancer beaucoup plus vite que nous. Par contre, si on veut avoir une approche plus philosophique, il va falloir qu'on interroge, et c'est ce qui fait la force de l'homme, c'est cette capacité à conceptualiser. Et bien pour conceptualiser, il faut avoir des fondamentaux beaucoup plus forts qui vont des religions en passant par l'éthique, la sociologie, ce que je vous disais, la philosophie. Et c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on travaille. Parce que pour contrôler une IA, il faut qu'on soit en capacité de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Et ça, il va falloir doter les futurs managers qui auront, à un moment donné, et on parle pas dans 30 ans, je pense que ça va arriver très très vite, qui auront à travailler conjointement avec une IA, avec des IA, avec des équipes qui seront impactées par l'IA, et comment on fait société et comment on intègre tout ça dans un modèle de société à terme. C'est hyper enrichissant, c'est passionnant en tout cas, et je pense que c'est un champ extrêmement motivant pour ceux qui ont vraiment envie de s'y intéresser, pour transformer nos modèles. Merci en tout cas, Elian, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous a plu et on vous dit à très vite sur Totis. Au revoir.